What's up guys, Mishka aka Guts MMA, on est back cette fois-ci pour Breakdown UFC 329. Avant de commencer, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Sur Instagram, ça se passe un petit peu plus, commentez, whatever, tout type de support est fort apprécié. Si vous voulez un peu plus d'ailleurs, c'est sur Patreon que ça se passe au niveau là, des paris, voir mes bets spécifiques, les raisons pourquoi je les parie, le type de mise, gestion du risque, etc. C'est là que ça se passe. Des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir. De retour à un format un petit peu plus régulier aujourd'hui. On va essayer de ne pas passer 1h30 à parler des fights, mais un peu moins éclair que les dernières cartes. Puis d'ailleurs, un petit changement aussi dans les prochaines semaines. J'aurais aimé ça commencer déjà aujourd'hui, mais des petits problèmes techniques là, au niveau du record en direct. Donc les prochains breakdowns, on va essayer de faire ça live sur YouTube. Puis j'aimerais ça avoir des invités différents du MMA Space québécois à chaque carte. Donc ça va être un format un petit peu plus dynamique, là, puis qui va varier d'une semaine à l'autre. Fait que bien hâte de vous présenter tout ça. Fait que that's it, sans plus tarder, on se lance dans le breakdown de la carte. On a quand même 14 combats à parler. Il y en a sur lesquels on va être un peu plus bref que d'autres, là. Vous comprendrez pourquoi là, en temps et lieu. Donc en ouverture de carte, on a Cody Durden qui va affronter Alessandro Costa. Cody Durden qui devait affronter, son nom m'échappe, mais c'était pas Alessandro à la base, donc c'est quand même drôle. Habituellement, c'est Cody Durden qui prend n'importe quelle opportunité short notice. Cette fois-ci, c'est Alessandro Costa qui jump in après une grosse win, qui avait d'ailleurs pris short notice aussi. 18-10-1 pour Cody Durden, 16-5 pour Alessandro, qui est quand même un bon favori ici. 35 ans, 30 ans pour le poids. Si je ne me trompe pas, les deux ont fait le weigh-in. Fait que fiez-vous pas ce qui est marqué sur Tapology. Costa qui est un peu plus petit, vous voyez 5-4 versus 5-7, mais la portée identique. Donc des T-Rex arms du côté de Durden. Communauté all over Costa. Je peux comprendre pourquoi. C'est sûr que c'est plus élevé que ce que les odds représentent, ce qu'on voit là. Puis au niveau des chiffres actuellement, vous voyez Costa moins 210. Fait qu'il y a quand même de l'argent qui rentre sur Durden. C'est intéressant. Personnellement, je peux avoir en dessous de moins 200 sur Alessandro Costa. Je vais probablement parier son moneyline straight up, mais sinon, peut-être que je vais patienter un brin ici. Si on regarde le match-up, Costa qui est sur une belle petite run, vous voyez 2 victoires là, par knockout, mais pas nécessairement contre un niveau d'opposition super élevé. On parle de Match Nell, Stewart Nicol, c'est des belles performances, mais c'est ce qu'il devait faire avec ce type d'adversaire-là. Juste avant Don Coria, c'était bizarre un peu. Un combat qui perdait, c'est un gros favori, mais semble s'être blessé à l'orteil entre le 2 et le 3, puis il a carrément quitté à cause de ça au dernier. Battu Kevin Bohas, écoutez, c'est une victoire qui vieillit somehow un peu bien, mine de rien. Decision Steve Erceg, Jimmy Flick, Amir Albazi, ça c'est pas un super look, là. Autant Alessandro Costa, je pense que c'est un striker supérieur ici. Sa boxe est vraiment slick, ses combos, son timing, ses counter-punch, son bodywork. J'adore aussi son travail au corps. Mais je pense qu'il est un petit peu chini. Quand même tough à toucher clean là, de ce qu'on a vu de ses derniers combats et tout de même une bonne défensive. Mais pour se faire drop 2 fois par Amir Albazi, c'est pas un super bon look. Puis tu sais, même son combat contre Alden Koya, j'ai pas aimé vraiment que la séquence, comment ça s'est fini. Fait que Alessandro Costa qui a pas une durabilité à toute épreuve à mon avis, mais je pense que ça devrait être suffisant pour passer au travers là, Cody Durden. Cody Durden qui a également une boxe décente, je veux dire son striking est correct. C'est un dog, il est là pour se battre, il refuse aucun défi. Il se fait un petit peu plus vieux, puis il tend à se faire finir là, lorsqu'il perd contre Tumen Dembélé. Il s'est rendu à la décision, mais il s'est fait dominer, puis il s'est fait mettre dans l'eau chaude à plusieurs reprises. Même chose, vous voyez, il s'est fait finir par Alan Nascimento, s'est fait club and sub, Jose Ochoa le knocké, pas un super bon look. Joshua Van a survécu somehow, mais encore une fois, c'est un combat où il s'est fait mettre dans le pétrin. Pas à peu près. Fait que même les combats qui vont à la décision, il y a tendance à avoir des opportunités où il se fait terminer. Mais la majorité du temps, il se fait finir quand il perd. Je pense que d'ailleurs, il a plus de chances de se faire terminer ici. Cody Durden, qui a tout de même un bagage de lutte, je pourrais le voir essayer d'amener Alessandro Costa au sol, mais je pense pas nécessairement que Cody Durden il a le cardio pour soutenir un gros pace de lutte pendant 3 rounds. Et surtout que Alessandro Costa, autant c'est un bon striker, je considère son anti-grappling assez bon. Donc il a un bon takedown defense, il est dur à amener au sol, il est bon pour se relever puis créer des opportunités avec les subs à temp.
C'était tout ça que je regardais ici dans le template. Ouais, vous voyez ici, là, Alessandro Costa qui ne shot pas beaucoup de takedown, mais défensivement, là, dur à amener au sol. Il se fait shotter 5,95 fois par 15 minutes, puis c'est seulement 0,95 qui passe. Fait que très bon takedown defense de son côté contre un Durden qui, oui, shot beaucoup, mais un takedown accuracy un peu plus haut que la moyenne. Pas le meilleur contrôle au sol. Fait que bref, je pense que Costa il a tous les outils pour passer Durden. De quelle façon, c'est sûr, j'aurais tendance à favoriser le finish. Knockout est dans le coin de plus 200, plus 215, mais je serais pas non plus surpris si on voyait un genre de club and sub également. Costa qui cogne excessivement dur pour la division. Donc je pourrais le voir crack un Cody Durden qui se fait un peu plus effriter au niveau du chin, puis saisir la sub. Durden, il revient d'une belle win, un gros upset contre Jaffel Filio, mais honnêtement, Jaffel Filio, il a look comme vraiment de la merde dans ce combat-ci. Là. Je sais même pas s'il s'est entraîné pour le fight actuellement. Là. C'était vraiment pas une bonne performance. J'en reviens à la victoire de Durden dernière minute, là, mais Jaffel Filio, c'était atroce comment il a looké. Donc, en ouverture de carte, mon pick, ça va être Alessandro Costa, puis probablement un finish. Là. Je vais favoriser le knockout là, pour le combat suivant. Next up, Ryan Gandra qui va affronter Zachary Rees. Combat qui est assez drôle là, dans le sens où le market a vraiment flippé. Là. Si on regarde l'ouverture, puis où est-ce que c'est actuellement au niveau des odds, on y vient dans peu de temps. Gandra qui est 9-1 chez les pros, 10-3 pour Zachary Rees. Odds très serrés actuellement. 31 ans Gandra, 32 pour Rees. Combat chez les middleweight, 6-1, 6-4 et tout de même 3 pouces de plus de reach du côté de Zachary Rees, la communauté qui favorise grandement Gandra, je suis un petit peu surpris de voir ça, je vais vous avouer. Puis si on regarde le market live, vous voyez Gandra qui est un léger favori. Mais c'est Zach Rees qui a ouvert en tant que gros favori. Vous voyez, moins 225 à l'ouverture, rendu un underdog à plus 117. Fait quand même un gros mouvement de ligne. Je vous dirais ici, pour moi, c'est difficile de backer Gandra. Je pense que c'est un combattant qui est très dangereux, comme très dur. Mais son striking est très raw, un peu décousu. C'est pas super technique. Je veux dire, il va foncer, il va envoyer des combos, mais il s'expose beaucoup, puis c'est pas super crisp, super sharp comme offensive nécessairement. Je pense dans le pocket, il est très dangereux, puis il a clairement la puissance pour blesser Zachary Rees. Zachary Rees, je le considère comme un mixed martial artist supérieur à Gandra, que ce soit au niveau du striking, je pense qu'il est plus technique, le jiu-jitsu. Overall, je lui donne l'avantage du skill set, mais je pense que ce qui lui fait défaut à Zachary Rees, c'est son menton. On l'a vu se faire éteindre à plusieurs reprises, en ground and pound, whatever, plusieurs fois. Fait que je pense vraiment que si Gandra réussit à le blitzer rapidement, il pourrait l'éteindre en début de combat. Mais si ça s'extend somehow, je veux dire, Zach Rees est tout à fait live pour gagner ce combat-ci. Regardez Gandra, je veux dire, son background. Il est 9-1. Il a perdu son deuxième combat. Il avait vraiment l'air out of shape, il faut lui donner, mais c'était pas contre un dude super talentueux. Vous voyez, 2-1-1, je pense qu'il est rendu 4-2, quelque chose comme ça. Une organisation, je sais pas trop où est-ce que ça se passe, mais ça a l'air vraiment broche à foin. Le monde sont sur des chaises de patio là, autour de la cage, c'est vraiment weird. Mais bref, il s'est fait TKO au premier round, vraiment pas un good look. Puis après ça, belle run, je veux dire, mais pas nécessairement contre des adversaires de très très haut niveau. Puis même à Contender Series, son UFC début, je veux dire, c'était pas du monde du niveau de Zachary Rees à mon avis. Fait que Zach Rees, en plus d'être le mixed martial artist supérieur, plus complet à mon avis, il nous a déjà prouvé qu'il peut faire une guerre de 3 rounds. Il a du cœur, on l'a vu dans l'eau chaude, puis push through it, puis combattre jusqu'à la fin. Puis également, il a affronté un niveau d'opposition nettement supérieur, perdu contre Michel Pereira par split decision, même s'il est kind of watch, je veux dire, ça reste un combattant de bon niveau. Jason McVeigh, bon, peut-être pas Dumas non plus. Dusko Todorovic, c'est un doute dangereux. Bekaev, Medina aussi, Julian Marquez, Cody Brundage, je veux dire, il y a beaucoup plus d'expérience au UFC level, fait que je ne serais pas surpris qu'ils réussissent à avoir la victoire dans ce cas-là. Honnêtement, pour moi, en termes de bet, c'est juste un stay away. Je vois trop de red flag all over sur ce combat-là. Même Gandra, je veux dire, on parle de sa puissance, etc., mais on ne l'a pas vu tester au UFC level sur 3 rounds. On ne sait pas trop s'il est capable d'encaisser des gros shots encore. Il s'est fait TKO facilement sur la scène régionale. Zach Rees pourrait trouver le chin également. Je pense qu'à long range, avec ses kicks, Zach Rees va avoir l'avantage, c'est sûr et certain, mais ce qui va être capable de maintenir Gandra à cette distance-là optimale, pas certain non plus. Fait que je vais y aller du côté du underdog en termes de pick.
Mais niveau bet, pour moi, je pense que ça va juste être un pass là, all over. Next up, Farid Basharat versus John Garza. On va pas s'attarder trop là-dessus. Farid Basharat qui devait affronter Etienne Ewing. C'était un combat exceptionnel sur papier. Ewing s'est blessé. John Garza qui prend le spot short notice. C'est sa porte d'entrée au UFC. Se préparait pour un combat de ce que j'ai compris sur la scène régionale. Finalement, ça va être cancellé. Puis il rentre dans la Big League. Puis il n'y a pas un easy task là, pour débuter au UFC level. En Farid Basharat, 15-0. 28 ans, fait qu'encore jeune tout de même. Chez les bantamweight, 5 et 8, 71 pouces de reach versus 5 et 7. La portée, on ne la sait pas encore du côté de Garza. 23 ans, tout jeune. Je pense qu'il est talentueux, Garza, qui a probablement le potentiel de combattre au UFC. Mais Farid Basharat, en commençant, à mon avis, c'est too much, too soon. Garza qui n'a pas affronté d'adversaire de ce calibre-là. Je pense que c'est un combattant qui va mettre de la pression. C'est un dog, il est là pour se battre. Mais il y a des niveaux à cette game-là. Puis je crois que Basharat il est nettement supérieur en ce moment. Vous voyez, si vous regardez qui a affronté, là, comparé à ce qu'on voit là. Il a perdu chez les pros. Il s'est fait knocker au deuxième round. Mais si on regarde aussi ce qui est intéressant, en amateur, il y a tout de même une fiche décente. Mais il y a 3 losses en amateur. Puis c'est pas si loin que ça, là, je veux dire, 3-4 ans. Puis c'est 3 défaites sur le circuit amateur. C'est par soumission. Farid Basharat, on le sait, oui, il a un striking décent à distance, il move excessivement bien, bon footwork, bonne gestion de la distance, mais il est capable de mixer les takedowns dans l'équation également. Il y a takedown, je ne sais pas combien de fois Taylor Lalipousse qui a un takedown defense exceptionnel. Fait que je pense que Farid Basharat, il va pouvoir avoir des takedowns à souhait s'il veut ici. Il y a 2 takedowns, 2, 4, 5, 2, 3, 3. Tous ces combats, il mixe le grappling. Puis je pense que c'est ce qu'il va faire également ici. Il va peut-être vouloir échanger un peu avec Garza. Mais s'il sent qu'il y a la pression, puis Garza, actually, il y a du power quand même. C'est too much. D'après moi, il va l'amener au sol assez rapidement. Puis une erreur de Garza, je pense que Basharat, même s'il n'y a pas vraiment de finish, il y a une sub au UFC level, il y a plusieurs tentatives, par contre, il faut lui donner. Je pense qu'un combattant du niveau de Garza, Farid devrait être capable de trouver le finish. Seul petit truc, par contre, que je vous conseille, si vous linez de cet avis également, si on va voir les odds ici, là, vous voyez Farid Basharat by finish, moins 105, plus 100. Intéressant, mais si vous regardez Fight Don't Go to Decision, il est où est-ce qu'il est? Fight Don't Go to Decision à moins 135. Je veux dire, oui, c'est 30 points de plus. Mais si Farid il glisse sur une peau de banane ou il se blesse ou un lucky punch de Garza finalement, puis il se fait terminer, vous êtes cover des deux bords. Fait qu'à mon avis, je pense que c'est un angle un petit peu plus safe si vous linez Basharat finish. Juste au cas où, on ne sait jamais, le MMA, ça peut toujours nous surprendre. Puis honnêtement, si Garza doit gagner ce combat-ci, c'est un finish à mon avis. D'après moi, il ne sera pas capable de edger Basharat sur une décision. Je n'ai pas parlé encore, mais Basharat, son fight IQ exceptionnel. Il sait comment edger des rounds, aller gagner sur la carte des juges. Fait que c'est le look que je préfère du moins là, en ce moment pour ce combat-là. Donnez-moi Farid Basharat, je vais dire by sub, là, pour le combat suivant. Next, on a Damian Pines versus César Almeida. Combat excessivement intriguant à mon avis. J'ai vraiment hâte de voir ce fight-là. D'après moi, ça va se claquer dessus. On a Penis qui est 9-1 chez les pros, 7-2 pour Almeida. Penis qui est le favori. Vous voyez quand même une différence de odds. Là, on va aller voir live de quoi ça a l'air bientôt. 24 ans pour Damien, très très jeune versus 38 ans. Fait qu'un gap d'âge de 14 ans, hein, c'est des grosses mathématiques. Quand même un gros gap, là, on se le cachera pas. Combat chez les middleweight, 6 pieds 1 pour les deux gentlemen, mais gros avantage de portée là, pour Damian Pines. Communauté, plus de son côté, de ce qu'on peut voir. Communauté qui favorise les finishes également. Puis du côté des live odds, vous voyez, moins 260 là, pour Pines. Honnêtement, je pense qu'il va gagner, mais à ce prix-là, je suis pas confiant de le parler vraiment nulle part. Ou de le straight bet non plus. Pourquoi? On l'a dit, il est très jeune. Il n'a pas affronté un niveau d'opposition très très élevé. On s'entend un peu à l'image de Gandra qu'on parlait plus tôt. Il y a quand même un step-up en compétition. Damian Pines qui préfère habituellement striker. Puis il est contre un César Almeida qui est un striker vraiment décoré. Oui, il n'a pas beaucoup d'expérience en pro en MMA, pardon, mais il a un gros background de kickboxing.
Si on regarde un petit peu, c'est sûr que tout n'est pas listé sur Tapology, là, mais il a affronté des noms que vous allez reconnaître. Là. Vous voyez, Alex Pereira, 3 fights contre lui en K1, dont une victoire. Fait que le dude, il s'est striké. Damien Pinas, très dangereux debout. Il a une puissance, une physicalité qui est quand même exceptionnelle, mais c'est pas un striker technique comme César Almeida. Je pense que Damien Pinas est encore un peu raw au niveau de son striking. César Almeida qui va être désavantagé au niveau de l'athlétisme puis de la vitesse, c'est sûr et certain. Mais sa technique et son timing sont vraiment bons. Donc je pense qu'il pourrait peut-être causer un petit peu plus de trouble à Pinas que ce qu'on croit. Si ça se passe debout, je veux dire, ça va être très compétitif, je veux dire. Puis c'est dur de ne pas donner une chance à César Almeida dans un striking match. Si on regarde au UFC, là, vous pouvez voir tout le monde sauf un de ses adversaires a réussi à l'amener au sol, on va dire. Vous voyez, il s'est fait takedown 3 fois, 5 fois, 3 fois, 0, 6. Le seul combat qui s'est fait pas takedown, actually, il s'est fait dropper. Il m'a démontré une belle capacité de récupération, puis a knocké brutalement Abdul Razak Al-Hassan. Sinon, on réussit à edger des combats où il se fait takedown. Encore une fois, fait que je suis vraiment curieux de voir ça va être quoi le game plan de Damien. S'il arrive et il décide de lutter, je pense qu'il peut aller chercher un edge assez facilement. César Almeida qui s'est fait exposer maintes reprises au sol. Je veux dire, à 38 ans, là, je pense pas que son jiu-jitsu et son anti-grappling va se développer, va devenir élite du jour au lendemain. C'est sûr et certain. Mais debout, César Almeida, très dangereux. Au round 2, il a craqué Cezary Olejniczak. Il avait pincé il me semble que c'est une grosse droite qui réussit à timer. Cezary qui le takedown aussitôt. Il n'y est pas avec ça. Abdul, on a vu ce qui s'est passé. Fait que même Roman Kopylov là, qui a viré en grappler parce qu'il n'aimait pas ce qu'il recevait de César Almeida. Fait que je veux dire, je le compte pas out pour ce combat-là. C'est sûr qu'avec 38 ans, le gros gap d'âge, l'athlétisme, la vitesse de Pinas, le menton d'Almeida qui s'est fait crack à quelques reprises, c'est difficile d'aller contre lui. Mais Damien, on l'a pas vu là, sur 3 rounds au UFC level. On l'a pas vu encaisser des gros shots, comment il réagit. Des fois, il s'expose, il est un peu wild debout, fait qu'il pourrait se faire timer par César. Fait que c'est un combat qui m'intrigue beaucoup. Encore une fois, en termes de bet, je vais probablement juste m'en tenir loin. Peut-être un genre de under, ça pourrait être un look intéressant. Pas de ligne claire, honnêtement, j'aime pas les odds, là, à moins 260 sur Pinas. Ça me plaît pas, même si je pense qu'il va gagner le combat. Donc, donnez-moi Damien pour la victoire, mais honnêtement, César Almeida, je pense que c'est un underdog qui pourrait potentiellement surprendre demain. Je ne serais pas surpris non plus qu'il se fasse smoke en 2 minutes, mais si ça s'extend, puis que c'est un slow-pace kickboxing match, là, watch out, là, je pense qu'il est live. Next up, Tracy Cortez versus Kong Wang. On a Cortez 12-3 chez les pros, 9-1 pour Kong Wang. Les odds qui sont très serrés une fois de plus. 32 ans pour Cortez, 34 pour Kong Wang. Wang Kong, je sais jamais c'est quoi le bon ordre. Combat chez les Women's Flyweight, 5-5, 5-6. La portée quand même. Non, je pensais que c'était 69. Un seul pouce de plus de portée là, pour Wang Kong. Donc très serré. Vous voyez, même au niveau de la communauté, un peu plus close que ce qu'on a vu dans les duels précédents. Au niveau des odds, je pense que Cortez est rendu une underdog. Puis honnêtement, Dog Money, ce serait le side que je prendrais. Ce qui m'inquiète le plus pour Cortez, honnêtement, c'est je pense qu'il est peut-être pas all-in dans sa carrière UFC. Kind of famous sur les réseaux sociaux. Elle a d'autres distractions. Probablement un web, des shit comme ça. Fait que je sais pas à quel point elle est vraiment locked in dans la game du MMA. Mais sinon, elle a un bon skill set. Sa boxe est décente. Je veux dire, je pense que Kong Wang a clairement l'avantage debout dans le combat-ci. Kong Wang qui a un gros background de striking. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a même une victoire en kickboxing sur Valentina Shevchenko. Mais je trouve pas nécessairement que son skill set se transmet au mieux au UFC level. Elle cogne très très dur, elle a des bons combos, des bons kicks, mais des fois je trouve que son striking est un petit peu échevelé, puis pas à l'image nécessairement de l'expérience qu'elle a. Mais clairement, debout, je la favorise au vers Cortez. Je pense que ses kicks vont donner du problème, sa puissance va donner du problème. Kong Wang, on l'a vu dans certains combats, même son dernier, là, contre c'est Eduarda Moura. Celui-là, d'ailleurs, il m'a fait mal à regarder. J'avais du Wang Kong knockout. Ça aurait été une soirée phénoménale. Finalement, c'est rendu à la décision, mais elle a un gros knockdown au premier round. Puis Eduarda Moura est vraiment banged up. Là. Elle est bloody up. On voit que quand Wang Kong elle connecte solidement, ça fait du dégât. Bruna Brasil, Da Silva, vous voyez, là, ils ont encaissé une tonne de dégâts, même si ça ne s'est pas terminé. Des combats, elle a probablement pu trouver
le finish. Elle s'est fait upset. C'était un gros upset. Là. Je pense qu'elle était favorite à moins 700 contre Gabriela Fernandez. C'est fait club and sub. Je pense que son menton n'est pas à tout casser, mais Tracy Cortez, c'était pas nécessairement la boxe puis la puissance de frappe pour donner beaucoup de problèmes à Wang Kong debout. Sinon, son grappling, je pense que Wang Kong est là pour se faire takedown, puis qu'au sol, elle peut se faire contrôler. Attend à faire beaucoup d'erreurs dans les transitions de grappling. On le voit sur tape, là, des situations où, au lieu d'aller chercher des positions un petit peu plus avantageuses ou des mouvements clés pour upgrader où est-ce qu'elle en est dans le grappling, elle va essayer de lancer des shots vraiment insignifiants. Fait que son decision making au niveau du grappling très douteux. Puis Tracy Cortez, elle a quand même un bon background de lutte. On la voit souvent boxer dans les combats, puis c'est capable d'avoir le edge debout, elle va continuer de boxer, mais elle a la lutte dans son back pocket, puis c'est arrivé à maintes reprises qu'elle obtienne multiples takedowns dans ses combats, puis qu'il y a beaucoup de control time. Fait que si Tracy Cortez arrive dans le combat et elle décide de lutter Wang Kong early, souvent, pas niaiser debout, je pense qu'elle peut avoir une décision assez convaincante au niveau des juges. Puis peut-être même une sub ou non. Je veux dire, Wang Kong, je pense que son jiu-jitsu est vraiment pas exceptionnel. Edouard Nomura qui a locké une sub à temp officielle, mais qui l'a pas eu. Elle a perdu par sub ici. Je pense que c'est pas un scénario impossible. Puis ici, un value side, je pense que c'est là. Je pense que Tracy Cortez sub, c'est plus 1000 sur certains books, quelque chose comme ça. Fait que cote excessivement élevé. Si vous êtes d'avis contraire puis vous croyez que Tracy Cortez va pas réussir ou va même pas shooter une tonne de takedown, je comprends tout à fait. Je pense que Wang Kong elle va piece up Tracy Cortez debout. Je parlais du menton de Wang Kong qui est suspect, mais Tracy Cortez c'est encore pire à mon avis. C'est fait drop par un jab de Rose Namajunas. Je veux dire Namajunas qui est une excellente striker, même élite, mais qui n'a pas nécessairement une puissance de frappe super élevée. Donc se faire knockdown par un jab, not a really good look. Fait qu'on l'a vu dans d'autres reprises se faire affecter par des punches. Fait que si Wang Kong elle connecte solidement, je pense qu'elle peut knockdown Tracy Cortez puis peut-être la finir, c'est sûr et certain. Mais vu toutes les raisons que je vous ai mentionnées, je pense que Cortez a le plus d'outils dans son sac, un game plan peut-être un petit peu plus facile pour la victoire si elle décide de l'utiliser. Donc donnez-moi Tracy Cortez, la underdog, pour la victoire. Next, un autre combat que je trouve intriguant où les odds sont un petit peu trop disparates à mon goût. On a Kai Kamaka III versus Luke Riley. Kai Kamaka 18-7-1, Riley 13-0, un autre combattant invaincu. Vous voyez plus 240 du côté de Kamaka, gros underdog ici. 31 ans, 27 ans, donc quand même un bon gap d'âge. Pardonnez-moi, vous voyez pour le poids, Kamaka qui avait pas un combat short notice, une catégorie de poids plus haute, c'est pour ça qu'il est listé à 155, mais là, il est supposé être de retour là, chez les 145. 5 et 7, 5 et 9, la portée qui est identique, communauté largement du côté de Riley. Mais personnellement, je vois ça jouer un petit peu close que ce que c'est réellement au niveau des odds. Puis le prix s'est resserré un petit peu. Vous voyez, Kai Kamaka qui est rendu plus 215, était plus 260 la dernière fois que je l'avais regardé là, la semaine dernière, au début de la semaine. Bref, à ce prix-là, j'ai peut-être manqué un petit peu le bateau pour le money line, mais il y a des angles intéressants ici. Je veux dire, Luke Riley qui est très bon, boxeur exceptionnel, mais quand même assez unidimensionnel, on va se le dire. Autant il y a vraiment une slick boxing, je veux dire, le dude il a des mains, il est rapide, il est comme dur, il est précis, il a de la puissance, il a du cardio, il peut boxer de cette façon-là pour plusieurs rounds. Que, autant au UFC que sur la scène régionale, quand je dis au UFC, je pense surtout à son combat contre Bogdan Grad. On l'a vu se faire grappler, puis se faire maîtriser, takedown à plusieurs reprises. Mais là, vous voyez, il est 13-0. Ses adversaires, ultimement, ils ont perdu. Mais c'est arrivé plusieurs fois sur la scène régionale et contre Bogdan Grad, qui s'est fait justement alt grapple, alt wrestle, puis qui est revenu, qui a réussi à trouver un gros knockout un petit peu plus tard dans le combat. Mais je pense vraiment que Luke Riley, il y a un ground game suspect. Puis Kai Kamaka, je pense qu'il pourrait peut-être l'exposer demain. Debout, je veux dire, Kai Kamaka est solide aussi. Je pense même qu'il est peut-être un petit peu plus polyvalent dans le sens où il va mixer les combos avec les kicks un peu plus. Il va peut-être utiliser plus d'outils que Luke Riley qui est vraiment mainly un boxeur. Mais si ça joue à distance, j'ai pas le choix de favoriser Riley tout de même. Mais Kai Kamaka, plus complet, j'ai l'impression, aime mixer les takedowns dans ses combats. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit au UFC ou même ailleurs. Kai Kamaka qui a beaucoup d'expérience. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, je vais vous montrer un petit peu
son pedigree, là, mais il n'a pas juste combattu au UFC, combattu chez PFL, combattu chez Bellator, fait qu'il a quand même beaucoup d'expérience dans les grosses ligues. S'est battu contre même des noms assez notables. Diego Brandao, qui, même à son âge, fait des ravages sur la scène régionale. Brendan Loughnane, Pedro Carvalho, Bubba Jenkins. Je veux dire, Kai Kamaka, il y en a vu un puis un autre. Puis pour Luke Riley, je pense que c'est vraiment un step-up en compétition. Ça va être la première fois qu'il est contre quelqu'un d'aussi complet. Kamaka, vous voyez un genre de decision machine là, sur papier. Mais le dude, il est capable de tout faire. Il est capable de grappler, il est capable de striker. Puis il a une très bonne durabilité. Donc on l'a vu là, même contre Dakota Hope. Là, il s'est fait un knockdown, bref, wobble assez solide au premier. Mais il a push through it, il a rendu ça super compétitif. Puis ultimement, il a gagné la split decision. Je pense qu'il est très difficile à mettre out. Puis s'il grind Luke Riley, il multiplie les takedowns, il contrôle, je pense qu'il pourrait avoir du succès ici. Luke Riley qui s'est fait takedown par Michael Aswell, qui s'avère être un lutteur très médiocre, s'est fait takedown 4 fois puis contrôlé par Bogdan Grad. Je veux dire, oui, il a gagné ce fight-là, mais regardez le control time au premier round, il s'est fait contrôler 3 minutes 55 là, sur les 5 premières minutes. Je pense que Luke Riley, c'est un prospect qui va se faire exploser tôt ou tard. Puis au prix qu'on a actuel là, sur le marché à le moins 255, je peux pas le backer. Donc pour moi, c'est un cas de dog or pass. Honnêtement, Kai Kamaka décision, c'est quelque chose qui me titille, qui me fait de l'œil. Je pense qu'on a du plus 4, 500-ish. On va aller voir plus 400. Donc, si j'ai un bet à faire sur ce combat-ci, ça va probablement être lui. Pour le moment, j'ai pas appuyé sur la détente. Si jamais vous voulez être aux aguets, ça se passe sur Patreon, là, je le rappelle. Donc, donnez-moi un autre underdog là, en Kai Kamaka the Third. Next, Cody Gambren versus Adrian Yanez. Gambren, 15-7 chez les pros, 17-6-1 pour Yanez, qui est quand même un gros favori ici. Puis, écoutez, c'est un des favoris que je comprends pourquoi. Je pense qu'il devrait gagner. Je pense que c'est assez safe là, comme play pour la carte de demain. Je risque d'avoir des actions sur lui d'une façon ou d'une autre. 35 ans, 32 ans pour Yanez. Combat chez les Bantamweight, 5-8, 5-7. Tout de même 5 pouces de plus de reach là, pour Yanez. 77% de la communauté de son côté. Puis si on regarde les odds actuellement de quoi ça a l'air. Yanez à moins 450. Best price vite comme ça, vous pouvez avoir du moins 411. Quand même un gros prix, là. On ne se le cachera pas, mais il y a peut-être d'autres angles qui sont un petit peu plus intéressants sur lui. Honnêtement, Cody Gambren, je pense qu'il est wash. Je pense qu'il a overachieved dans sa carrière. Il a atteint des sommets que probablement si on repasse ce scénario-là 100 fois, c'est des sommets qu'il atteint très peu souvent. Je veux dire, il faut lui donner. Prime Cody, il avait un très très bon footwork, une vitesse au niveau de ses mains exceptionnelle, des combos décents, oui. Mais en ce moment, de ce qu'on voit récemment, c'est pas beau. Cody Gambren qui est encore rapide au premier round explosif, mais pas tant posé. Je veux dire, il envoie des combos tellement bizarres. Là. Il envoie 4 coups qui partent des hanches, bien ouverts. Oui, c'est rapide, mais c'est pas sharp. Puis là, ben, il a gagné de peine et de misère, même que par la peau des fesses. Une victoire contre Xiao Long à son dernier combat. A pas look super good contre Raoni Barcella. S'est fait soumettre par Davison Figueiredo. Knocké Kakara France. Okay, il y a eu il y a un peu de résurgence ici. Là. On va lui donner, là, mais je pense pas que Cody Gambren, il y en a beaucoup dans Tank à gaz encore. Puis là, il n'y a pas un match-up facile. Son dernier fight, pour ceux qui s'en souviennent pas, oui, il a gagné contre Xiao Long. Mais Xiao Long il a perdu 2 points à cause des fouls. 2 low blows, même 3 je pense qu'il y en a eu au dernier round. Combat weird. Puis tu sais, Gambren, il faut lui donner, il y a eu un seul moment dans ce combat-là, c'est au premier round, il a placé un solide coup de coude là, au niveau du clinch. Mais à part ça, on a juste run around pratiquement. Là. Aussitôt que son adversaire, Xiao Long, il a perdu son 2e point au 3e round, voulait plus se battre, il savait qu'il avait l'avantage à la carte des jeux. J'ai juste couru tout le long du dernier round. Vraiment un bad look. Je me questionne sur sa motivation, sur à quel point il prend ça au sérieux. Son chin, on l'a vu se faire crack de multiples reprises. Puis là, contre Adrian Yanez, je pense que ça va être difficile. Yanez, il a tellement une bonne boxe. Je pense beaucoup plus constant aussi là, qu'un Cody Gambren. Puis il nous a montré des belles habiletés, même dernièrement. Il y avait eu un long lay-off tout de même, mais finalement il est revenu avec une performance décente. T'sais, vous voyez là, sa run au UFC
Peut-être que vous avez vu mon dernier breakdown d'Adrian Yanez, là, mais cette run-là est vraiment impressionnante de Adrian Yanez. Après ça, il y a eu un step back contre Rob Font. Écoutez, ça arrive. C'est fait TKO par des leg kicks contre Jonathan Martinez. Après ça, il y a eu un beau comeback contre Salvador. Puis il a pris 2 ans off à peu près contre Marcos. Il est revenu récemment contre Ricky Simon. J'avais parié du Adrian Yanez. Finalement, ça a été un draw. C'est un combat qu'il aurait dû gagner. Je pense que Simon, il y a peut-être du biais vu qu'il était à domicile. Combat weird, mais je donnais clairement la victoire à Yanez. Puis 5 secondes de plus, puis il mettait KO. Même ça aurait probablement dû être un KO. Je veux dire, le troisième round a fini. Puis Ricky Simmons n'était même pas capable de se tenir debout tellement il était sonné. Fait que un autre arbitre, une autre place, je pense que ça aurait été une victoire par knockout là, de Adrian Yanez. Mais je pense que dans ce combat-ci, sa boxe est juste trop sharp pour Gambrandt. Puis contrairement à Ricky Simmons qui avait la threat du takedown, Yanez peut peut-être pas se laisser aller à 100% contre lui au niveau de ses mains. Là, Cody Gambrandt, oui, il a un background de lutte, mais il ne l'utilise pas. Historiquement, c'est pas un dude qui shoot beaucoup de takedown. C'est vraiment pas le niveau de lutte de Ricky Simmons. Je veux dire, s'il a réussi à neutraliser la majorité des attempts, puis à se relever, puis à ne pas se faire contrôler excessivement contre Ricky Simmons, je ne vois pas Cody Gambrandt avoir du succès de ce côté-là. Puis au niveau du striking, avec l'avantage de portée en plus, je pense que Yanez, il va avoir vraiment un gros avantage là, debout. Notamment, oui, au niveau technique de la boxe, je pense qu'il est plus sharp, mais de la durabilité. Je pense que Yanez est capable de prendre un good punch. Gambrandt, je ne crois pas. Fait que, à mon avis, Adrian Yanez va knocker Cody Gambrandt demain. La dernière fois que j'ai breakdown de Cody Gambrandt, je vous l'ai dit, je paierais ma grand-mère par KO contre lui. Ben, clairement que je vais avoir des actions sur Adrian Yanez là, contre Cody Gambrandt. Donc, donnez-moi Yanez by knockout pour le combat suivant. Next, on a le début anticipé de Gable Stevenson versus Elisha Ellison. 3-0 Gable, moins 3000, c'est probablement le plus gros favori de toute l'histoire du UFC. Versus Elisha Ellison, plus 1200, qui est 5-2 chez les pros. 26 ans, 29 ans, fait que Gable tout de même très jeune, c'est un bébé heavyweight. 249-236 livres, la taille semblable, communauté, vous voyez, all over Gable Stevenson, puis je peux comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gable Stevenson, il n'a pas beaucoup d'expérience en MMA encore, mais c'est un athlète remarquable. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un lutteur de ce calibre-là qui s'est joint au rang de l'UFC. Gable Stevenson, qui est médaillé d'or olympique en lutte freestyle. Il a été de multiples fois champion NCAA Heavyweight Champ, multiples fois All-American Wrestler. Je veux dire, le dude, c'est un athlète hors pair. Puis je pense qu'il va shooter un takedown dans les premières secondes de ce combat-ci, puis qu'il va, il va mettre Elisha Ellison out assez rapidement. Je veux dire, debout, son striking, c'est vraiment in progress. Là. Je pense pas qu'il devrait échanger sur une longue période debout contre Elisha Ellison. Qu'il faut lui donner, je veux dire, un striking plus technique à mon avis, tout de même rapide, comme dur également, c'est juste que je ne crois pas qu'il va avoir l'occasion de l'utiliser. Gable va shooter très rapidement. Son ground and pound est nasty, son top game, son control, pas nécessairement optimal, je veux dire, contre du low level sur la scène régionale, il s'en sort facilement, il roll over tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'il travaille un peu son top game, là, son top pressure. Mais sinon, son ground and pound, nasty, ses coups de coude, il frappe très très fort, je veux dire, il est explosif. Même son striking est en développement, je veux dire, il cogne tellement dur qu'il peut éteindre n'importe qui avec un coup de poing. Je pense qu'éventuellement, il va avoir des bons défis chez les heavyweights. Il y a du progrès à faire, mais il est encore jeune. Puis son background athlétique et de lutte vont clairement lui permettre de se rendre loin. Je pense pas que c'est Elisha Ellison qui va lui donner un problème. Puis, ben, ça justifie un petit peu les odds. Je veux dire, à moins 2500, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Honnêtement, je vais probablement juste checker le fight. Mais Gable Stevenson, je crois que c'est un combattant à surveiller chez les heavyweights. Puis je pense qu'il va faire une seule bouchée de Elisha Ellison. Robert Whittaker versus Nikita Krylov. Combat qui me titille, je vais vous avouer. Whittaker qui est 26-9, 31-11 pour Nikita. Qui est un léger underdog. Ici, 35 ans pour Whittaker, 34 pour Nikita. À noter que c'est le premier combat de Whittaker chez les 205 livres. On revient dans un peu, là, mais je pense que c'est un facteur très important ici. 6 pieds, 6 pieds 3, 4 pouces de plus de reach pour Nikita Krylov. Communauté qui est quand même largement du côté de Whittaker. Puis au niveau des odds, ça l'a-tu bougé? Moins 118 Whittaker, moins 102
pour Krylov. Il y a encore des plus money tags sur Krylov si ça vous intéresse, mais ça commence à se resserrer un brin. Puis ici, le facteur, le changement de weight class, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je pense que Robert Whittaker, c'était pas nécessairement un gros middleweight. C'est déjà battu même chez les welterweight. Puis là, de monter à 205 livres, c'est quand même un gap massif. Puis tu sais, c'est pas nécessairement comme, mettons, je suis un bantamweight, je me bats à 135 livres, puis je décide de monter à 145. Tu sais, il y a un 10 livres d'écart. C'est quand même, oui, significatif, mais vraiment moins dans une situation comme celle-ci où Whittaker, il se bat à 185 livres, pardon, mais là, il ne va pas monter de 10, mais de 20 livres pour atteindre la catégorie de poids. Contre des dudes, en général, les light heavyweight à 205 livres, c'est des. J'ai aimé ce qu'un capper a dit, Liam Pickfight, shout out. Il a dit les light heavyweight, là, c'est basiquement des heavyweight en forme. Je trouvais ça vraiment intéressant comme façon de le formuler, mais c'est carrément ça. Je veux dire, Nikita Krylov, il ne pourrait pas descendre à 185 livres, encore moins à 170 livres. Puis la physicalité, le gabarit, c'est quelque chose de vrai là, en MMA. Je veux dire, ça fait vraiment une différence. Robert Whittaker, il revient d'un combat le 11 mois, ça fait quand même longtemps qu'il s'est battu contre RDR. RDR qui est un très gros 185 livres, puis qui a justement un gabarit semblable là, à Nikita Krylov. Puis on a vu Whittaker avoir de la difficulté là, avec le 16, avec la physicalité, avec le reach de Reiner de Ridder. Mais détrompez-vous, RDR, c'est pas un striker comme Nikita Krylov. Il est nettement inférieur à mon avis. Krylov qui a un gros background en Kyokushin karaté, mais aussi un gros background en Jiu-Jitsu, capable de mixer les takedowns. On a vu Robert Whittaker se faire takedown récemment, notamment, oui, par Hamzat, ça n'a pas été long, mais par Dricus aussi. On a vu Robert Whittaker avoir de la difficulté avec des combattants un peu plus physiques comme ceux-là. Si Nikita Krylov décide de couper le range puis d'amener au sol Robert Whittaker, je pense qu'il pourrait avoir du succès. À distance, ça va probablement être très compétitif. Je veux dire, les deux ont un style karaté-ish un peu plus. Krylov qui met beaucoup de pression. Je dirais que c'est son pire ennemi dans ce combat-ci, Krylov. Pourquoi? Il a tendance à se faire clip quand il fait des attaques un peu trop reckless. Puis ses deux dernières défaites, c'est ça. Il rush comme un petit peu trop, comment dire, non responsablement dans le pocket avec ses attaques. Puis sa garde est basse, il se fait clipper, il se fait contrer, il se fait knocker. Je pense que son chin n'est pas perméable du tout. Mais sauf, je pense que Robert Whittaker pourrait se faire clipper également. La puissance de Krylov, c'est totalement différent que les derniers middleweight que Robert Whittaker a affronté. Fait que, honnêtement, c'est un combat qui m'intrigue. Puis tant que j'aurais pas vu Robert Whittaker avoir du succès à 205 livres, je peux pas le backer ici. Fait que même si Krylov, je pense, a accompli beaucoup moins en termes de skill set, je pense qu'il est nettement inférieur à Whittaker. J'ai de la misère à me convaincre que Robert Whittaker a sa place chez les 205 livres. Je suis pas convaincu du tout du move. Puis je voyais même une photo, là, je l'ai noté sur Instagram, vous pouvez voir sur la page UFC. On voit Robert Whittaker qui est comme côte à côte à Max Holloway, qui est aussi un peu plus pesant à 170 livres. Mais Robert Whittaker à 205, puis il n'y a pas tant de grosses différences de gabarit. Là, fait que, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. J'adore Robert Whittaker, j'espère qu'il va gagner de tout cœur. Mais malheureusement, en termes de pick, je ne peux pas le backer ici. Je pense pas parier Krylov non plus à ce prix-là. Les odds sont probablement about right. Mais écoutez, j'ai besoin que Whittaker me prouve qu'il est capable à ce poids-ci avant de pouvoir le backer avec confiance. Donc donnez-moi Nikita Krylov pour la victoire. Probablement un finish. King Green versus Terrence McKinney. Un peu de bad blood ici. C'est intéressant. Ça rend le fight encore plus excitant. On a 35-17 et 1 chez les pros du côté de King Green, anciennement Bobby Green. 18 et 8 du côté de McKinney, qui est un léger favori ici. 39 ans pour Green, à l'aube de ses 40 ans, dans moins de 2 mois, c'est capoté. La résurgence qu'il y a eu en fin de carrière, 31 ans pour McKinney, combat chez les lightweight, 5-10, 5-10, porté léger avantage pour McKinney. Communauté qui est quand même partagée, mais qui est du côté de Terrence. Puis si on regarde ici, sur quoi j'ai cliqué, au niveau des odds, McKinney qui est à moins 125 actuellement. Je pense que McKinney, ça va être mon pick, mais c'est clairement pas le bet que j'aurai ce combat-ci. Le under 1.5 round, quand McKinney se bat, peu importe contre qui, c'est toujours le play, à mon avis. Terrence McKinney qui
qui a quand même un bon skill set, qui se bat comme un maniaque, qui est hyper dangereux dans les 5 premières minutes, voire peut-être même 3,5, 4. Mais pour de vrai, là, dans les 5 premières minutes d'un combat, Terrence McKinney qui pourrait passer un bon jour, qui dans une bonne journée, la grande majorité de la division, à mon avis. Mais il n'y a aucun cardio, on sait à quoi s'attendre avec lui. S'il ne réussit pas de finir dans les 3-4 premières minutes, voire moins, ben il va gaz out et il va se faire finir à son tour. Terrence McKinney, combien de UFC fights, je me souviens plus du nombre exact, mais il n'a jamais dépassé la marque du 1.5 round. C'est rendu, je pense, 2 fois dans le deuxième round, voire 3. À chaque fois, ça s'est mal terminé pour lui. Toutes ses victoires sont au premier round. C'est un peu où est-ce que je veux en venir. Si vous backez Terrence McKinney, pariez-le au premier round. Essayez d'aller chercher un petit peu de value. KO or sub, difficile à dire. Je pense que les deux pourraient se manifester contre un King Green. S'il soumet, il va probablement le sonner avant. Who knows? Mais on sait ce qu'il va faire. Terrence McKinney va commencer. Il va foncer comme un maniaque. King Green, qui a les mains basses tout le temps, je le dis à chaque breakdown, ça va finir par le rattraper. Ça va peut-être être demain, peut-être pas, mais je veux dire, il n'y a pas la garde pour défendre les power shots de McKinney en partant. Mais Terrence, qui s'expose aussi, il swing tellement hard avec des nasty intentions, il veut tuer que il expose son propre menton, puis il n'y a pas un bon chin non plus, fait que oui, King Green pourrait le contrer rapidement, puis le mettre out. Puis si somehow King Green il survit le early storm, la tempête de Terrence en début de combat, c'est sûr qu'il va le terminer à la fin du premier round, ou voire au début du deuxième. Du moins, c'est jamais sûr, mais des très très hautes chances. Donc pour ma part, en termes de pick, je vais prendre Terrence, mais en termes de bet, c'est clairement le under 1.5 round sur lequel je vais avoir des actions demain. Dans tous les cas, il va y avoir des feux d'artifice. C'est toujours excitant quand Terrence McKinney entre dans la cage. Puis comme je disais, il y a un peu de bad blood. Pourquoi? Ben, les deux se connaissent. King Green qui disait qu'il était ami avec Terrence McKinney, qui ne voulait pas nécessairement se battre avec lui. Finalement, Terrence qui voulait accepter. Puis King Green qui disait tu penses que je suis du easy money, whatever. Fait que les deux se sont envoyés des petites piques. Fait que je pense que ça va se cogner assez rapidement. L'autre chose à mentionner, Terrence McKinney, il lookait pas good à peser. Je pense que c'est lui qui lookait le moins bien de tous les combattants. Donc, je pense pas que sa gas tank va être plus exceptionnelle qu'à l'habitude là, demain. Fait que donnez-moi de la violence au premier round là, pour le combat suivant. Next, on a Brendan Royval versus Loner Kavanagh. 17-9 pour Brendan, 10-1 pour Loner, qui est un bon favori ici. Et je le favorise également. 27 ans, 33 ans, combat chez les flyweight, 5-4, 5-9, fait quand même un bon avantage de taille pour Royval. Mais la portée, qui est presque identique, un seul pouce de plus. Donc Royval qui a des T-Rex arms aussi. Communauté du côté de Kavanagh, c'est la même chose pour moi. Si on regarde un petit peu les odds, vous voyez, moins 225 pour Kavanagh. Hier, il y avait du moins 200, encore du moins 210. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir appuyé à moins 200. Ça se pourrait que si le nombre réapparaisse, je décide de mettre des actions dessus. Si on commence de son side à Kavanagh, j'étais pas sûr au début quand il est rentré au UFC. Après sa défaite contre Charles Johnson, mais honnêtement, tu regardes son skill set, c'est sinon le meilleur striker chez les 125 livres, à mon avis. Il a un très très gros background de striking, puis on le voit là, dans l'octogone. Ses feintes, son timing, sa gestion de la distance, ses combos, sa vitesse aussi. Tout ce qu'il fait est vraiment, vraiment sharp là, sur les pieds. Honnêtement, tu mets Loner Kavanagh demain contre Josh Wavan, je pense que c'est une scrap debout qui est excessivement compétitive. C'est pas des jokes, là, je le pense vraiment. Il y a eu un bon début au UFC. Il y a eu un setback contre Charles Johnson. Un combat où il dominait. Mais finalement, il s'est fait knocker. Il a été un peu trop sloppy à la fin du deuxième round, ralenti. Il s'est fait clip par Charles Johnson. Puis honnêtement, après cette performance-là, j'avais beaucoup de doutes. Mais il a tout effacé. Pourquoi? Ben, il a pris un combat short notice contre Brandon Moreno. Non seulement il a pris le combat en short notice, mais en altitude au Mexique. Donc après s'être fait knocker par Charles Johnson parce que tu te fatigues au deuxième round, c'était pas un bon look à mon avis. Je pensais que Brandon Moreno allait le passer assez facilement. Finalement, décision unanime. A gagné à mon avis 4 rounds sur 5 facilement dans ce combat-là. Il a vraiment fait une bouchée de Brandon Moreno qui à mon avis était un test encore plus dur que Charles Johnson. Donc vraiment, il a comme cleané toutes les doubts que j'avais sur lui. Je pense pas nécessairement que son cardio est élite encore. Il est très très bon. Détrompez-vous, là, il peut faire 3 rounds, je pense, facilement.
Mais quand je dis élite sur 5 rounds contre un Joshua Van qui a un pace de malade, je pense que ça pourrait se corser, par exemple. Ici, contre Brendan Royval, je pense pas que ça va nécessairement être un problème. Je favorise nettement Loner Kavanagh au niveau du striking. Au niveau du grappling, pas le choix de donner les fleurs où est-ce qu'ils vont. Brendan Royval qui a un grappling exceptionnel, mais Brendan Royval, c'est pas un combattant qui va utiliser son grappling souvent. On l'a vu shooter très très peu au UFC level. D'ailleurs, on va aller sortir les stats là, spécifiques. Là. Vous allez avoir une idée un peu plus claire. Là. Si on regarde ici, donnez-moi une seconde, ça load. Vous voyez, Brendan Royval, dans toute sa carrière au UFC, shot 0.87 takedown par 15 minutes. Fait que c'est un dude qui préfère striker. C'est rare qu'il va amener le combat au sol. Puis souvent, il y a eu du succès avec des sub-attempts dans les scrambles, etc. Mais c'est souvent après que ses adversaires tentent de l'amener au sol ou qu'il y a quelqu'un qui perd l'équilibre ou whatever, qui slip, qui se fait knockdown. Donc, c'est pas tant quelqu'un qui va essayer de driver le combat au sol par sa propre initiative. Puis même s'il voulait, je pense que Kavanagh il a vraiment un bon anti-grappling. Je pense pas qu'il est facile à amener au sol. Fait que je m'attends à un combat qui va se passer majoritairement debout. Brendan Royval, bon striker, je dis pas l'inverse, mais il a besoin d'un clash un peu différent que Loner Kavanagh pour avoir du succès. Brendan Royval, c'est dans le chaos qui chaîne le plus. On l'a vu, tu sais, contre Joshua Van, c'était super compétitif comme fight, mais Joshua Van il était willing d'avancer, de throw down, de brawler avec Brendan Royval, fait que ça lui donnait des moments pour shiner. Mais Loner Kavanagh est tellement bon avec sa gestion de la distance, avec son timing, il ne va pas embarquer dans une guerre coup pour coup contre Brendan Royval, il va choisir ses spots, puis Brendan Royval, autant je veux dire dans le chaos, il est bon, que sa défensive est pratiquement inexistante. Il encaisse beaucoup trop de coups. Puis contre un striker, un chirurgien ou chirurgical contre Loner Kavanagh, je pense que sa défense poreuse va se faire exploser ici. Royval qui revient quand même un bad knockout, puis qu'il y a des problèmes avec les commotions cérébrales sur le concussion protocol de ce que j'ai pu comprendre. Il a été clairé somehow pour le fight, mais je pense qu'il y a des vrais issues avec ça, puis que ça va le rattraper. À mon avis, Loner Kavanagh, il va trouver la faille quelque part dans ce combat-là, puis il va mettre out Brendan Royval. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, il va dominer pour la décision. Je veux dire, oui, il pourrait avoir des moments à Brendan, mais à mon avis, les feintes, la gestion de la distance, le timing de Loner, sa vitesse va être un petit peu too much. Je pense vraiment que Loner Kavanagh, c'est dans un des top prospects du futur de la division. Donc, à mon avis, Brendan Royval, il va se faire rollover malheureusement une fois de plus là, demain. Combat suivant, on a Corey Sandhagen qui va affronter Mario Bautista. Un rematch si vous ne le saviez pas. Corey Sandhagen qui est 18-6 chez les pros, 17-3 du côté de Mario. Slight favorite du côté de Corey là, sur Tapology, mais je pense que ça l'a bougé. 34 ans, 33 ans. Combat chez les Bantamweight. 5-11, 5-9, 70 pouces de reach versus 69 pouces. Donc très très semblable. 61% de la communauté du côté de Sandhagen. Ça représente quand même bien les odds qu'on voyait ici. Puis live, vous voyez, moins 130, fait que ça s'est resserré un petit peu plus. Puis c'est ça, les deux sont affrontés. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais en fait, le premier combat de Mario Bautista au UFC, c'était contre Corey Sandhagen en 2019. Et oui, c'est ça ici. Il s'est fait sub au premier round. Il s'est fait dropper par un flying knee. Good old fashion Corey Sandhagen. Finalement, il y a des échanges de grappling, des scrambles. Corey Sandhagen qui essaie d'aller chercher toutes sortes de sub-attempts. Finalement, réussit à sécuriser le armbar au premier round. Mais écoutez, depuis 2019, je pense que Mario Bautista, c'est plus le même combattant. Je crois qu'il a fait. Les deux ont fait beaucoup de progrès. Mais je pense que Mario Bautista a évolué peut-être un petit peu plus là, que Corey Sandhagen. Mario qui est rendu un combattant excessivement complet, très dangereux, autant sur les pieds qu'au niveau du grappling. Puis honnêtement, quand je regarde ce fight-là, j'ai vraiment de la misère à donner un avantage clair à quiconque dans le combat. Autant que ce soit au niveau du striking, au niveau du jiu-jitsu, de la lutte, je pense que ça va être très très compétitif. C'est ce qui fait de ce combat-là un des combats les plus excitants de la carte à mon avis. Les deux sont probablement dans leur prime ou très très proches là, si ce n'est pas le cas, autant à la hausse ou à la baisse.
Fait que c'est tough pour moi d'avoir un read clair. Corey Sandhagen qui revient quand même d'une bonne absence. Son dernier fight, c'est contre Merab, pour ceux qui s'en souviennent pas. Il s'est fait battre par la décision contre Merab Valishvili. Match-up très différent, mais ce qui m'inquiète un petit peu plus du côté de Corey, c'est qu'il s'est fait rock quand même solide dans ce combat-ci. Vous s'en souvenez pas, là, Merab qui avait quand même là, sonné assez solidement Corey Sandhagen dans le fight. Fait que lui qui a prouvé au fil du temps être très très solide au niveau durabilité. De voir ça, c'était peut-être pas le meilleur look. Je veux dire, tu t'es fait dominer sur 5 rounds par Merab, no shame. Là, on sait c'est quoi que Merab est capable de faire à n'importe quel combattant sur une bonne journée, à part Petreyan peut-être. Fait que no shame, mais ça fait quand même un bon lay-off. Vous voyez, c'était en octobre la dernière fois qu'il s'est battu. Ça fait 9 mois-ish. L'autre chose, c'est Corey Sandhagen, pour ceux qui ne savent pas, il a ouvert son propre gym. Il me semble que c'est Tiger Beetle MMA. Il y a quelqu'un d'autre avec lui, mais c'est mainly Corey Sandhagen qui s'occupe là, de gérer les athlètes, le gym. Fait que c'est sûr que ça prend du temps. Veut pas. Fait qu'est-ce qu'il a la tête? Ben, c'est sûr qu'il focus sur son fight camp. Mais je veux dire, veut pas, ça prend de l'énergie, ça prend du temps ailleurs. À l'inverse de Mario Bautista, là, qui est vraiment all-in là, dans son fight camp. Il n'a pas encore eu sa shot à l'or, contrairement à Corey Sandhagen. Je pense que le facteur, peut-être justement, motivation, puis tout ce qui est à l'externe pourrait favoriser un petit peu le chum Mario. Mais sinon, en termes de skill set, je veux dire, Corey Sandhagen est au top de la food chain de la division. C'est sûr, je tends à le favoriser légèrement. Mais Mario est live pour le combat. Honnêtement, je pense qu'on va avoir droit à une guerre de 3 rounds. Un finish, c'est pas impossible, mais j'ai vraiment du mal à voir un des deux combattants se faire terminer. Je pense que les deux, ils ont tellement un bon skill set, ils sont tellement dans un bon space, ou presque là, présentement, que ça va être dur de voir un finish, un gros edge d'un côté ou de l'autre. Je m'attends à une guerre de 3 rounds très serrée. En termes de pick, en ce moment, je vais vous donner Corey Sandhagen. Mais honnêtement, là, un coin flip, là, puis je pourrais décider mon pick de cette façon-là ici. Donc, donnez-moi Corey pour la victoire. Une décision très, très serrée. Demi-finale, les potes, on arrive en haut, ça va bien. Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett, un autre fight super excitant. Benoît Saint-Denis, 17-3 chez les pros, 23-4 pour Paddy the Baddy. Moins 145, Benoît qui est le favori versus plus 115 là, du côté de Paddy, du moins sur Tapology. 30 ans, 31 ans. C'est quand même drôle quand on les regarde, je dirais pas que Benoît Saint-Denis est plus jeune que Paddy. Combat chez les lightweights, 5 et 11, 5 et 10. La portée identique pratiquement. Les deux à noter là, que c'est des lightweights qui sont très costauds, donc des gros dudes pour la division. Communauté qui est assez partagée, vous voyez, pratiquement 50-50, petit edge du côté de Paddy. Puis live sur les odds, on a Paddy à plus money, plus 130. Fait que l'argent qui est rentré là, sur Saint-Denis de ce qu'on peut voir, ou légèrement sur Paddy récemment, quand on check le line movement. C'est un combat serré, honnêtement, après avoir watché le tape. Je pense que je favorise Paddy Pimblett, surtout avec un plus monétaire. J'adore Benoît Saint-Denis, mais je pense qu'au niveau du striking à distance, Paddy est supérieur. Oui, défensivement, il a son chin-up, il est là pour se faire touch-up. Mais on l'a vu dans ses combats récemment, je veux dire, Paddy il est capable de jouer du jab, de setter ses kicks, il va utiliser des feintes également, donc des setups peut-être un petit peu plus un peu plus supérieurs à BSD. Gauge bien sa distance, il a des bons kicks. Donc plus posé, plus technique debout, contrairement à mon avis un Saint-Denis qui oui est capable de kicker, de striker, mais il envoie tout pour faire très mal. Puis c'est pas mal moins technique, on va dire, technically sound que Paddy Pimblett, à mon avis. Détrompez-vous, là, je pense qu'il cogne très très dur puis qu'il pourrait clipper là, Paddy Pimblett. C'est pas impossible. Mais techniquement parlant, à distance, je pense que Paddy Pimblett, il a l'avantage pour utiliser ses calf kicks un petit peu mieux, ses kicks au corps, même au visage, son jab, etc. Vous voyez où est-ce que je veux en venir. Au niveau du grappling, je pense que BSD, c'est un meilleur lutteur. Je pense qu'il va shooter des takedowns dans ce combat-ci. Pas mal certain qu'à distance de range, après avoir encaissé une coupe de gros kicks de Paddy, il va vouloir lutter si ce n'est pas déjà le game plan de base. Je crois qu'il va réussir à avoir des amenés au sol. Paddy Pimblett qui n'a pas un takedown defense exceptionnel, mais aussi qui est un peu... qui est willing de jouer au sol. Fait que souvent, ces combattants-là qui ont des niveaux de jiu-jitsu très élevés, ils acceptent des fois un petit peu plus facilement les takedowns pour pouvoir jouer au jiu-jitsu au sol.
Je pense que Saint-Denis est très physique, il a un bon top game, mais il prend beaucoup de risques une fois au sol. Donc, il ne va pas juste s'asseoir dans la garde puis attendre que le round passe. Saint-Denis, il va essayer d'aller chercher des subs, il va essayer d'améliorer sa position pour faire du dégât, lancer des gros dommages en ground and pound. C'est le genre de move qui va ouvrir des opportunités, je crois, à Paddy Pimblett pour setter ses propres sub-attempts, créer des reverse, des scrambles, etc. Je pense que, oui, BSD a l'avantage de lutte, mais en termes de pure jiu-jitsu, je favoriserais Paddy Pimblett. Puis je crois que BSD pourrait peut-être tomber dans une sub de Paddy. Paddy, on l'a vu, c'était peut-être pas le même niveau, là, mais dans certains combats, là, ses setups de soumission, là, je pense principalement à Jordan Leavitt, c'était superbe. Son contrôle, oui, Michael Chandler est wash, mais la façon qu'il l'a contrôlé, qu'il a fait ses transitions au sol, la façon qu'il est allé choker King Green, je veux dire, la vitesse d'exécution que ça s'est fait, c'était superbe. Puis je veux dire, Saint-Denis, je pense que s'il est trop reckless puis qu'il fait pas attention, qu'il sous-estime le jiu-jitsu de Paddy Pimblett, pourrait se retrouver là, dans une sub de Paddy. Keith Charlie, je pense qu'il est ce deuxième degré black belt Paddy, là, fait que ça rend quand même long là, sur son niveau. Puis si on regarde au niveau des odds, là, je suis quand même curieux, mais il me semble que Paddy sub, c'est quand même un angle qui est payant demain. Bon, le site a planté, mais de mémoire, là, c'est peut-être autour de plus 500-ish. Mais dans un combat où je crois il va y avoir beaucoup de lutte, de scramble, d'échange au sol, c'est vraiment un angle qui m'intéresse. On va sûrement avoir des petites séquences debout, mais à mon avis, ça va être un combat plus heavy grappling que ce qu'on pense. Donc à plus money, donnez-moi Paddy Pimblett. Il pourrait se faire craquer, oui, on l'a vu là, subir du gros dégât, se faire knockdown par Gaethje. Donc pas impossible, mais il a quand même recover, il a push through it. Puis Saint-Denis, à l'inverse, on l'a déjà vu se faire knocker aussi par Dustin Poirier. Donc en termes de durabilité, je pense que c'est pas mal de part. Fait que c'est pas un facteur nécessairement que je vais peser beaucoup dans mon pick. Donc bref, donnez-moi Paddy Pimblett pour la victoire. Et pour terminer, la grande finale, le retour de Conor McGregor versus Max Holloway. Conor 22-6 chez les pros, 27-9 pour Max Holloway, qui est le favori ici et qui l'est toujours actuellement. 37 ans pour Conor, à l'aube de ses 38, vous voyez, dans moins d'une semaine. 34 ans pour Max, combat chez les welterweight, donc chez les 170 livres. 5-9, 5-11 pour Max, qui a l'avantage de taille. Au niveau de la portée, par contre, Conor qui a 5 pouces de plus de reach. Un rematch également, pour ceux qui ne le savaient pas, mais j'imagine que la majorité d'entre vous sont au courant. Max Holloway, moins 230 actuellement, plus 195 là, pour Conor. Max il avait ouvert à moins 550. L'agent qui rentre lentement sur Conor. Et j'aimerais ça qu'elle continue d'entrer sur Conor, histoire d'avoir un meilleur prix sur Max Holloway. Vous devinerez, là, suite à ce que je viens de dire, que mon pick, c'est Max. Écoutez, Conor McGregor, 5 ans sur le banc, à pas combattre. Non seulement à pas combattre, mais à avoir des problèmes clairement avec la consommation, que ce soit l'alcool, la drogue, visiblement. Probablement les stéroïdes, la justice, je veux dire. Je pense que le succès lui a monté à la tête puis qu'il l'a échappé un peu dans les dernières années. Il dit qu'il a changé, que c'est plus le même homme. Mais je pense que ça ne va pas effacer tout ce qu'il a fait pendant ces 5 années-là. Puis c'est pas après quelques mois d'être pris en main que tu vas redevenir prime Conor McGregor, surtout pas à 38 ans. À mon avis, c'est pas mal une recette là, pour le désastre. Je veux dire, il y a une chance. Ça reste que Conor McGregor, bon timing, du moins dans le passé, bonne force de frappe, pourrait trouver le chin de Max, qui se fait un petit peu moins durable récemment. On sait Max avait comme l'aura d'invincibilité dans le sens qu'il n'avait jamais été KO. Finalement, il s'est fait knockout, il s'est fait wobble un petit peu plus dernièrement. Fait que c'est pas impossible que Conor trouve le chin. Mais à mon avis, s'il ne knock pas Max dans les 5-7 premières minutes et demie, ça va être une mauvaise soirée pour lui. Je pense que Max Holloway, non seulement il a été beaucoup plus actif dans les dernières années, mais il s'est battu contre les meilleurs de la division. Regardez un petit peu son résumé, là, vous le savez probablement. Charles Oliveira, il s'est fait out-grapple, mais c'est pas du tout le même stylistic match-up. Grosse guerre contre Dustin Poirier. A perdu contre Ilia Topuria, mais c'était compétitif relativement jusqu'au knockout. Victoire Justin Gaethje.
UFC 300, complètement épique comme combat. Arnold Allen, Chan Sung Jung, Volkanovski, plusieurs fois, je veux dire. Mais Max Holloway s'est battu contre la crème de la crème pendant que Conor McGregor, il se saoulait puis il faisait probablement de la poudre sur son yacht. Ça fait quand même une grosse différence. Max Holloway qui a 34 ans, je pense que oui, il tire plus vers la fin de sa carrière, mais encore probablement un petit peu plus de millage à faire que Conor. Je pense que ça va paraître le ring rust, je veux dire 50 dans la cage, c'est sûr et certain. Puis honnêtement, c'est un facteur intangible, on va dire. Là. Mais quand on regarde les conférences de presse, tout ce qui se passe, la fight week, le build-up autour du combat, j'ai l'impression que Conor, il n'a plus le même aura qu'antan, il n'a plus le même... je sais pas comment le décrire, mais vous allez probablement savoir de quoi je parle. Là. Dans le temps, quand Conor se battait, il y avait une espèce d'électricité dans l'air à chaque fois qu'on le voyait, whatever. Puis là, on dirait que c'est tombé un peu plus flat, à mon avis. Non seulement 5 ans d'absence, mais les dernières fois qu'il s'est battu, c'était pas beau. Contre Poirier, oui, c'est cassé le pied, mais ça lookait pas super good. Juste avant ça, c'est fait knocker par Dustin Poirier. La dernière belle performance, c'est contre Donald Cerrone. Puis on s'entend, là, c'était une walk in the park, là, c'était un wash Donald Cerrone. Sinon, à part ça, je veux dire, les belles performances de Conor sont derrière, à mon avis. Eddie Alvarez était fabuleux, mais sinon, contre Nate Diaz, c'était moyen. J'ai l'impression que Conor McGregor, il a toujours été un super hammer, mais pas un good nails. Les combats où il doit faire face à vraiment de l'adversité, où est-ce qu'il doit creuser profond, aller dig deep, dans les tranchées. Je veux dire, on dirait que c'est là qu'il y a plus de difficultés, notamment les combats contre Diaz. C'est les premières fois qu'on le voyait dans l'eau chaude, pousser un petit peu à l'extend, se faire taper, recevoir des gros shots. C'est fait chin check, c'est fait wobble. Peut-être pas knockdown clairement sur le papier contre Diaz, mais clairement là, il s'est fait affecter. C'est ça qui a mené ultimement là, à la soumission, à mon avis. Mais sinon, tout le reste de sa carrière, vous voyez, ça a toujours été one-way traffic pratiquement pour Conor McGregor. Puis je pense pas que ça va être one-way traffic ici. Je pense que Max Holloway, justement, il va le repousser d'un tranché. Ça va peut-être être relativement compétitif early. Tout dépendant, c'est quoi le game plan de Conor. Il va-tu le tenir loin avec ses kicks, un peu comme dans le premier match-up. C'était ce qui donnait du trouble à Max. Puis à noter, oui, Conor a gagné le premier affrontement, mais c'était-tu le premier combat de Max au UFC? Je suis plus certain. C'était dans le premier. Non, c'était pas son premier. Mais bref, il avait pris le combat contre Conor McGregor, contre un striker gaucher qui était plus dans son prime, qui était plus vieux un petit peu, plus établi, plus buildé en tant que combattant. Puis on voit là, quand on check ce combat-là que Max Holloway n'avait pas les outils, les réponses au style de Conor puis à son stance. Mais je pense qu'avec le temps, là, il a évolué Max en un combattant exceptionnel. Puis qu'aujourd'hui, en ce moment même, où est-ce que les deux sont rendus, j'ai pas le choix de favoriser Max Holloway. Je pense qu'il va knocker Conor McGregor. Probablement au round 3. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Il va l'user un peu. Puis ultimement, il va commencer à accumuler le volume. Le dégât sur Conor McGregor puis qui va le mettre out. Donc si vous êtes un Conor believer, désolé. Comme je vous dis, c'est pas impossible. Je veux dire, ça reste du MMA. Ça serait tout qu'un scénario. Mais je pense que Max Holloway, c'est le favori justifié en ce spot. Puis que le retour de Conor McGregor à 38 ans, après 5 ans d'absence, et tout ce que j'ai mentionné, ne va pas bien se passer pour lui. Voilà ma prédiction pour la finale. On en parlera pas plus longtemps. Puis on a fait le tour de la carte, gang. That's it. Je vous rappelle encore une fois, si vous voulez les bêtes, c'est sur Patreon que ça se passe. Je viens d'en placer un, d'ailleurs, live entre les combats. Les lignes sortent sur BetOnline. On reste à l'affût. Je vais vous sortir ma prédiction, mes picks officiels demain sur Instagram également. Puis restez à l'affût pour la semaine prochaine. On va essayer de faire un breakdown live avec un invité spécial. On va avoir du fun. Là-dessus, je vous laisse. Peace out. Bonne carte demain.